Puis Jean-Luc Divial, comme chaque lundi, viendra nous faire sa chronique sur le Roussikam, Kassaye, ça s'appelle Idamisao. Et on se retrouve tout à l'heure avec Jean-Luc Divial pour le Roussikam, Idamiso. Qu'on retrouve. Donc, Edamiso, ça veut dire ouvrir les yeux. Donc, on va faire, à travers cette rubrique, toute une analyse qui va nous permettre de mieux comprendre notre langue. D'accord? Donc, nous avons ouvert les yeux. Et donc, notre langue, on l'appelle couramment créole, mais vous l'aurez bien compris, cette langue n'a rien à voir avec une langue d'origine européenne. C'est pas la langue des Européens nés sur le sol guadeloupéen. C'est bien plus que cela. C'est une langue bantoue, une langue africaine authentique et dont les origines remontent à l'Égypte ancienne. Alors, vous avez dit la semaine dernière qu'on allait parler de gastronomie, puisque c'est fête à crabe, fête à cabrit. Alors, c'est quoi exactement aujourd'hui le menu? Danick, aujourd'hui je suis vert. Mais alors je suis vert. Vert de quoi? D'orage? Non, pas vraiment. Aujourd'hui on va parler végétation. Ah d'accord. On va parler végétaux. On va parler plantes comestibles. Nous allons partir à la rencontre, très chers auditeurs et téléspectateurs, d'une plante qui s'appelle Colocasia esculenta. Vous la connaissez, hein? Bon, alors en Haïti, on l'appelle mazombelle, d'autres l'appellent dachine ou alors taro. Et vous savez, pour aller rencontrer cette plante, il faut chausser des bottes parce que c'est une plante qui aime beaucoup les zones lacustres, qui aime beaucoup l'eau. Donc voilà. Oui, c'est pas ces termes-là ici, ça. Évidemment, c'est vrai. Ah non, je ne vais pas insulter ma maman. Vous savez bien que si je dis dachine, elle va bondir et elle va me dire c'est Madé, Koti. Mais oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on a tout dit Madé. Voilà. Et donc, il faut se poser la question d'où vient le mot Madé. Pourquoi nous on dit Madé? Et la réponse, elle vient de cette graphie que je vais vous présenter. Là, si on peut voir la graphie. Voilà. Alors, ce que vous voyez ici, alors vous avez un petit ovale en bas qui figure une étendue d'eau. Ça peut être un lac, ça peut être une rivière. Et au-dessus, vous avez une plante aquatique. Ça, en l'occurrence, là, ce sont des fleurs de nénuphar. Et donc, voilà l'origine et vous allez très bien comprendre tout à l'heure le concept qui amène à cette dimension de Madé. Voilà. Si j'ai bien compris le principe, on observe les mots qui désignent des étendues d'eau, c'est ça? Et qui sont homonymes de ceux des végétaux qui y poussent, c'est ça? Oui, parce que dans notre langue, il y a beaucoup de mots qui, pour en saisir le sens, il faut chercher les homonymes. Dans une graphie de l'égyptien ancien, les symboles qui sont présentés sont homonymes, se prononcent quasiment pareil. Et donc, cela veut dire que les noms des végétaux, comme vous le disiez tout à l'heure, et les noms qui désignent les étendues d'eau sont homonymes. Et donc, voilà pourquoi on peut citer déjà un premier exemple. On interpelle la racine Oua. Alors, par exemple, en Swahili, on a Oua qui désigne la fleur. C'est le nom de l'Afrique de l'Est. Exactement. Et on a Oua qui désigne la fleur et on a Ziwa qui désigne le lac. Donc, vous voyez bien que la même racine Oua est présente dans les deux. Mais on peut aussi avoir en Mahia, une autre langue, qui s'appelle le mot Douva qui désigne la fleur, et en Moshi vous avez Doua qui désigne le lac. Ouais. Donc vous voyez bien ce lien d'homonymie, c'est un fait qui est courant dans les langues africaines et qui est aussi présent chez nous. Alors en Roussikam, Madé désigne un végétal que tout le monde connaît. Au Madé, il doit trouver une correspondance dans une langue ou une étendue d'eau. Quel rapport qui est entre les deux? Donc ça veut dire effectivement que si nous on a un végétal qui pousse dans l'eau, que nous consommons et qui s'appelle Madé, on doit pouvoir trouver aussi un nom d'une étendue d'eau qui porte le même nom dans une langue du continent. Donc par exemple, cela nous appelle à interpeller une autre racine qui est Deb et qu'on va trouver dans certaines langues du continent. Alors on a par exemple en Pimbwe, Ilouba, fleur, et Diba, lac.
Mais ça se poursuit parce qu'en Douala, par exemple, qui est une langue du Cameroun, on a par exemple Dibaf qui désigne le fleuve. En Mbo, on a Edeb qui désigne le fleuve. En Eloun, on a Ndeb qui désigne les eaux profondes. Et là, vous pouvez le rapprocher de l'anglais deep, par exemple, qui désigne tout ce qui est la notion de profondeur. Deep inside my mind, ça veut dire au plus profond de mon esprit, de mon cœur aussi. Voilà. Et comme je vous l'avais annoncé, eh bien, il y a une langue qui s'appelle le Lefo, où Madé désigne le fleuve. Donc vous voyez bien que cette notion d'homonymie se respecte même en Wichikam, qui est notre langue que nous parlons aujourd'hui. Donc ça n'a rien à voir avec Madère, le pays l'île qui s'est absolument pas. Portugal. Si on part sur la piste Madère, ça veut dire qu'on considère que l'origine de ce mot vient des langues européennes. Oui. Encore faudrait-il vérifier pourquoi cette île s'appelle Madère. Oui. Et il se peut justement qu'il y ait le même lien. Voilà. Si je prends le concept. Voilà. Donc après, on peut même noter là, au passage, je le dis comme ça, mais par exemple, vous avez le Kissi, qui est aussi une langue du continent africain, qui dit Marova, fleur. Et là, ça nous amène à une espèce de questionnement, parce que dans le tahitien, on a Mareva, qui désigne la fleur. Aussi. Donc vous voyez que ce n'est pas un fait du hasard. Voilà. Et quand je dis que parfois, on peut suivre à la trace uniquement avec les mots, l'homme africain qui a quitté le continent pour se répandre sur les autres terres de la planète, eh bien ce n'est pas un vain mot. Oui, mais alors, comment on passe, je veux bien vous croire, mais comment on passe de Madé à Kalalou? Je ne vois pas vraiment le lien là. Eh bien, voilà, il se trouve que Madé, notre Madère, Colocasia Esculenta, puisque c'est de celle-là que nous parlions tout à l'heure, Madé a un cousin. Et ce cousin n'est autre que le nénuphar que nos ancêtres de la vallée du Nil ont représenté dans leur graphie, et on peut le voir. Alors vous voyez, si vous observez ici, vous allez voir qu'ils ont désigné la tubercule qui se trouve en bas, vous voyez, donc la racine de l'arbre, on voit la tubercule, on voit la tige et on voit cette feuille ronde qui est caractéristique du nénuphar. Mais il faut savoir aussi que depuis Hérodote, on a des renseignements sur le mode alimentaire de nos ancêtres, parce que quand ils sont arrivés dans la vallée du Nil, ils n'avaient pas forcément de quoi se nourrir. Et ils se sont essentiellement nourris de papyrus et de nénuphar. On connaît le papyrus pour la fabrication du papier, mais ce qu'on ignore le plus souvent, c'est que le papyrus et le nénuphar étaient consommés comme aliment, et que c'était la base alimentaire pendant longtemps de nos ancêtres de la vallée du Nil. Et par exemple, le papyrus était consommé cru ou cuit, et cru à la manière que nous consommons la canne à sucre, en mâchant la tige et en recrachant la partie qui a été expurgée de son jus. Et il y avait d'autres façons de la cuisiner. Et donc c'est ce que nous retrouvons à travers la présentation de la graphie qui nous est faite par nos ancêtres. Et ce mode de cuisson qui concernait la partie supérieure de la plante, c'est-à-dire la tige et la feuille, met en évidence une racine qui est Kala. Alors vous avez par exemple une correspondance, parce que entre le papyrus et le nénuphar, c'est juste une question de métaposition, des versions des lettres, parce que vous avez Ak et vous avez K. Et ce K entre dans la racine du mot Kala. Et vous avez par exemple, cette racine va servir à désigner à la fois la feuille, la tige, le charbon, ce qui est de couleur noire, ce qui est brûlé, ce qui est charbonné, ce qui est étuvé. Et donc on a le mbo qui dit Kala, livre. Le bambara dira Kala, mais désigne la tige. Ensuite vous avez le kikongo qui dit Kala, mais à ce moment-là c'est noir. Le Wanzi dit Likala, charbon. Le Lingala dit Makala, charbon, braise. Le Bassa Kala, c'est s'enflammer. Et le Bamanan, c'est-à-dire la langue des Bambara, dit Kalan, chaud. Alors à cela, on peut rajouter par exemple la calamine, c'est la même racine. La calamine, elle est noire. Mais si on considère par exemple le Swahili ou
plutôt le lingala makala, on s'aperçoit aussi que c'est la racine du mot mascara, le crayon à maquiller de nos femmes et qui a une couleur noire. Et on comprend pourquoi ce crayon à maquiller s'appelle mascara. D'accord? Donc, pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit que le mot Kala désignait le livre et je vous ai parlé de la feuille. Alors pourquoi? Mais il faut bien se rendre compte qu'à l'origine, le livre, c'est une longue feuille de papyrus qu'on roule et qu'on attache avec un ruban. Ouais. C'est ça le livre à l'origine. Donc en fait, on interpelle toujours les mots de la feuille. Et donc, ce qu'il nous faut noter, c'est que le kalalou, tel que nous le percevons, c'est que c'est une sauce qui est faite avec des feuilles, kala, et cette sauce-là est désignée par le terme lou. Comment on peut en être sûr? C'est que même dans notre langue aujourd'hui, quand on parle de léloum, c'est une espèce de préparation faite à la va-vite avec un peu tout et n'importe quoi. Voilà, le léloum, ça désigne ce qui est fait, et loum, une espèce de sauce qui est faite un peu à la va-vite avec tout et rien. Voilà, nos grands-mères voient exactement de quoi je parle. Donc, vous voyez, c'est comme cela que nous devons appréhender la notion de kalalou. Le kalalou, c'est une sauce avec une feuille. Oui, mais vous avez parfaitement raison. Mais ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs et à nos auditeurs, c'est que c'est une tradition qui se répète partout. On retrouve la notion de sauce feuille partout en Afrique. Parfois, c'est la feuille du manioc. Parfois, c'est la feuille du gombo. Parfois, c'est encore les feuilles de notre arbre. Mais c'est une tradition qui est très très vivace. Il y a des préparations comme ça qui sont vraiment excellentes à déguster. Mais on peut dire aussi cela, mais ce qui là où ça devient intéressant, c'est que le mot kala, je vous dis, notre langue est d'une richesse et nous ne sommes pas forcément habitués à l'appréhender comme cela. Un mot désigne plusieurs idées. Parce que là, vous avez vu, je vous ai donné plusieurs significations du mot kala. Mais kala, c'est aussi le nom du crabe. Et vous voyez par exemple que le Kibonde dit Nka, crabe. Le Bukusu dit Kala, crabe. Ouais. Le Kikongo dit Kala, crabe. Et c'est aussi pourquoi on désigne, on dit chez nous, en Wuchikam, chez nous, on dit Zekal, parce que ça désigne aussi l'écorce. Ça désigne aussi l'écorce. On va trouver aussi dans les langues africaines Kalou, par exemple. Et ça nous amène au nom réel de la Guadeloupe, Kalou Kaira, qui désigne l'île tortue, parce qu'on met en évidence cette carapace, cette tortue qu'on aperçoit de loin, en fait, comme une tortue posée, je parle de la région de la Basse-Terre, qui ressemble à une tortue posée à la surface de la mer. Donc Kalou Kaira, ça veut dire l'île tortue. Pour nos ancêtres et pour les Kalinago, Kaira, ça désigne la terre, ça désigne l'île. Et Kalou, c'est le nom de la tortue. Mais depuis l'Égypte, Kalou, c'est aussi le nom de la tortue sur le continent africain. Donc vous voyez qu'il y a une correspondance très forte. Voilà. Alors pour revenir à notre kalalou. Eh bien ça nous permet de compléter, puisque vous voyez, on a défini la feuille, on a ajouté les crabes, on peut faire notre kalalou. D'accord. Voilà. Et tout le monde ne mange pas du kalalou. Oui, ben, c'est vrai. Mais c'est oublié que par exemple en Wuchikam, on a le mot boko pour désigner le crabe qui a de longues pinces, on en a parlé, mais la femelle, une femelle qui est vraiment imposante, on l'appelle maté. Et ce nom-là a une signification aussi. Et ça nous pousse à interpeller les mots qui entrent dans la composition de notre langue. Et on s'aperçoit, par exemple, que ce signe-là qui désigne je, mon, moi dans l'Égypte ancienne, alors il est lu soit i ou soit mi. Ça dépend du contexte. Et ce M-là nous permet d'interpeller les mots qui désignent le roseau, la tige. Donc encore la tige, on en revient à la tige de notre Colocasia esculenta. Et on a le Ndamba qui dit matete roseau, le Lambia qui dit amatete roseau, et le Mpoto qui dit matete roseau, et le Kingulu qui dit madete roseau. Donc vous voyez, quand on a maté et on a matete,
c'est une homonymie avec les mots qui désignent la tige. Or, c'est cette tige qui rentre dans la composition du kalalou. Et ce qui fait que ces plats-là, quelque part, sont interchangeables. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, tout le monde ne mange pas du kalalou. Il y en a qui mangent du matété. C'est au choix. Mais dans cette période de festivité, c'est soit l'un, soit l'autre, mais c'est toujours un plat à base de crabe kala. Voilà. C'était un crabe, enfin, on peut y chanter, ça va chanter, voilà. Mais enfin, il faut l'être plus. Alors, il faut préciser que Matete, c'est aussi le nom d'un village qui se trouve sur les rives du Congo, un village congolais. Donc, ça, il faut le préciser. Et donc, on peut dire, c'est ce qu'on peut dire, en quelque sorte, du kalalou et du Matete. Mais j'ai un message pour vous. Hein, allez-y. Parce que j'ai reçu un message de nos fameux Boko de la dernière fois. Oui. Ils nous disent, mais peu importe la recette, c'est toujours nous qui trinquons. Autrement dit, bon, il serait bon que ça ne soit pas toujours les mêmes. Je les ai entendus parce que la prochaine fois, nous tenterons d'élucider le mystère de la tradition des œufs de Pâques. D'accord. Et surtout ce fameux lapin de Pâques qui est une tradition de l'Est de la France, et nous verrons que cette tradition elle n'est pas si européenne que ça, puisqu'elle a son fondement dans les mythes fondateurs de l'Égypte, de la vallée du Nil, donc la terre de nos ancêtres. Merci donc Jean-Luc, je rappelle cet ouvrage, ce que j'appelle la Bible de notre langue, le Roussicam, tome 1, vous avez travaillé ce tome 2 là. Oui, bien sûr. Et c'est origine égyptienne de la langue dite créole, décryptage hiéroglyphes et des coutumes. Et chaque semaine, Jean-Luc vient nous expliquer à partir de ses recherches, de toute l'origine même de notre langue, de notre culture et de nos mœurs et l'habitude de nos traditions. Voilà.